Donc, vous êtes une trentaine de participants à être présents autour de ce rendez-vous de la qualité. Excusez-moi, j'ai fait rentrer d'autres personnes, j'ai fait deux choses à la fois. Donc, toutes filières confondues, hein, il y a des représentants de la filière viticole, mais il y a aussi des productions végétales au sens plus large, des filières animales, bovins, viande, lait, des filières végétales, des produits laitiers. Donc, ce rendez-vous de la qualité est organisé en partenariat avec l'INAO, dont l'acronyme n'a plus de secret pour personne, puisque la thématique du jour, c'est l'agro-environnement et les produits sous signe officiel de qualité. Alors, pourquoi cette thématique? Parce qu'effectivement, le sujet est à l'ordre du jour de pas mal d'entre vous dans vos préoccupations. Si on reprend un peu les éléments de contexte, c'est suite aux États généraux de l'alimentation, la loi Egalim qui a été publiée avec son article 48, dans lequel on incitait fortement à ce que les cahiers des charges SIQO intègrent à l'horizon 2030 les contours d'une certification environnementale. Un décret devait être publié cette année en 2021 pour clarifier les contours de cette certification environnementale. Toujours est-il que ce décret ne sera pas publié, ne verra donc pas le jour, pour essentiellement des raisons d'incompatibilité avec la réglementation européenne autour des SIQO. Et donc, fin 2020, en décembre 2020, l'INAO a proposé des préconisations, des orientations différentes pour faire évoluer les cahiers des charges des signes officiels de qualité autour de ces questions de certification environnementale. Donc, pour expliquer tout cela en détail, plusieurs intervenants vont se succéder. Il y aura tout d'abord Virginie Christophe, qui est la référente certification environnementale sur la délégation territoriale Aquitaine-Poitou-Charentes basée à Pau. Donc, bonjour Virginie, ceux qui ne vous connaîtraient pas. Bonjour. Également Jacques Gauthier, qui est inspecteur national à l'INAO en charge des questions environnementales. Nous aurons également en fin de rendez-vous de la qualité un témoignage de la directrice, Madame Hélène Larieux, de l'ODG Médoc, au Médoc et l'ISTRAC, qui témoignera sur la possibilité de gérer de façon collective une certification environnementale au sein d'un ODG. Et sont présents également autour de ce rendez-vous de la qualité les délégués territoriaux, donc de la délégation Aquitaine-Poitou-Charentes, Laurent Fidel, et de la délégation territoriale Auvergne-Limousin, Emmanuel Vergnol. Donc, toutes ces personnes se prêteront bien évidemment à un exercice difficile, non seulement d'être claires dans leur exposé, de tenir le timing et de répondre à vos questions, puisque à l'issue des différentes parties de ce rendez-vous de la qualité, il y aura un échange où on vous donnera la parole pour poser les questions et de vous y répondre en direct, autant que faire se peut. Pour des raisons de fluidité, peut-être que les uns les autres, ceux qui n'interviennent pas, peuvent donc couper caméra et micro. Et au moment des pauses d'échange pour les questions, bien évidemment, vous pourrez rallumer, que l'on vous voit et que l'on vous entende pour pouvoir échanger plus librement. Donc, je pense que j'ai oublié personne. Virginie, je vous cède la parole et je vous laisse partager votre écran. Je vais commencer cette présentation donc, par vous faire un rappel du sommaire. Donc, on va vous rappeler le contexte dans lequel s'inscrit la certification environnementale. Ensuite, je vous présenterai les 3 niveaux de certification environnementale qui existent et qui sont officiels. Et Jacques, je lui laisserai la parole. Il vous présentera les 3 orientations du Conseil permanent de l'INAO. Et on terminera cette présentation par l'intervention d'un ODG viticole afin qu'elle puisse vous partager le témoignage de cette appellation. Alors, donc depuis les années 2000, diverses démarches environnementales se sont multipliées. Donc ça, vous avez pu très vite le constater. Et en 2007, face à cette multiplication, on a eu des tables rondes qui se sont organisées et un consensus a été trouvé pour rendre plus lisible en fait toutes les pratiques agro-environnementales
via la certification. Donc, face à la multiplication de ces démarches environnementales, donc on a eu les grenelles de l'environnement, des tables rondes se sont organisées et un consensus a été trouvé pour valoriser toutes les démarches en fait et les bonnes pratiques des agriculteurs via la voie de la certification environnementale. En 2011, l'État a choisi en fait par rapport à cette mosaïque de démarches de mettre en place ce qu'on va appeler une démarche plutôt officielle avec 3 niveaux de certification, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3, et avec des niveaux d'exigence environnementale différents. En parallèle de la création de cette certification qu'on dirait un petit peu plus officielle, on a eu également la création de la CNCE, donc la Commission nationale de la certification environnementale, et elle va être en charge d'instruire les demandes d'agrément des organismes certificateurs et elle va également instruire les demandes de reconnaissance des démarches équivalentes au niveau 2. Ensuite, en 2016, donc à la demande des opérateurs pour mieux se différencier, on a eu la création du logo HVE. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus tard de ce logo. Et enfin, en 2017-2018, donc l'organisation des États généraux de l'alimentation avec donc la loi Egalim et 2 articles qui nous concernent plus particulièrement, donc l'article 24 et l'article 48 que je vous présenterai dans la prochaine diapo. Et enfin, 2020, il a été acté, un petit peu comme sur le modèle du bio, lors du plan de relance, d'avoir un crédit d'impôt en HVE pour aider les opérateurs à se convertir. Alors, au sein de l'Institut, il y a aussi des étapes importantes à noter. C'est que depuis 2016, le Conseil permanent avait déjà voté le principe d'introduction de DAE, donc dispositions agroécologiques ou agro-environnementales, dans les cahiers des charges sous SICO. En 2018, une autre option avait été étudiée, celle de la certification environnementale. Et en octobre 2018, donc c'est ce qu'on a essayé de vous expliquer tout à l'heure, donc un décret d'application devait être publié pour valider l'article 48 de la loi Egalim. Et ce décret fixait les conditions dans lesquelles les SICO allaient intégrer la certification environnementale. Donc, la non-publication de ce décret, elle vient en fait d'une incompatibilité entre le règlement communautaire 1151 des SICO et cet article 48. Et donc, face à ce constat, le Conseil permanent de l'INAO a décidé de proposer 3 orientations et c'est Jacques Gauthier qui vous les présentera en 3e partie du diaporama. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie ou est-ce qu'on peut passer directement à la présentation des 3 niveaux de certification environnementale ? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et votre caméra pour qu'on sache qui émet la question. S'il n'y a pas de questions, on avance. Y a-t-il des questions? Bon, je n'ai pas l'impression, Virginie, donc ça viendra plus tard, ne vous inquiétez pas, il y en aura des questions. Très bien. Donc, c'était important pour nous de vous faire un rappel sur les 3 niveaux de certification environnementale qui sont donc reconnus officiellement. Alors, donc le niveau 1, c'est ce qu'on va appeler le prérequis. Ça ne va pas donner proprement dit une certification de niveau 1. En fait, ça correspond plus à un autodiagnostic qui va être fait par ce qu'on va appeler les SCA, donc les systèmes de conseil agricole, autrement dit les chambres d'agriculture, pour l'instant les OC. Et ça va permettre en fait à l'opérateur de se situer par rapport à la maîtrise de la réglementation environnementale. Donc au niveau de la PAC, on va regarder la conditionnalité, enfin le respect des règles de conditionnalité. On va regarder tout ce qui est BCAE. Et ce diagnostic, il va être d'autant plus important parce qu'il va permettre en fait à l'opérateur de se situer par rapport aux critères d'exigence du niveau 2 ou du niveau 3. Donc, par exemple, un opérateur, s'il est suffisamment avancé, il peut très bien passer par le niveau 1 et accéder au niveau 3 directement. Et à l'inverse, un autre opérateur peut passer par le niveau 2, le temps de progresser et atteindre par la suite le niveau 3 ou rester en niveau 2.
Ensuite, je vais vous présenter la différence, les 3 principales différences qu'il existe entre le niveau 2 et le niveau 3. Donc, le niveau 2, on parle d'obligation de moyens. Ce qu'on va mesurer, c'est la progression de l'exploitation à atteindre des indicateurs environnementaux. À la différence du niveau 3, le niveau 3, on ne regarde pas une progression, on considère que l'exploitation a atteint ses indicateurs. C'est pour ça qu'on parle d'obligation de résultat. Ensuite, la seconde différence, donc c'est au niveau de la communication, donc c'est le logo que je vous présenterai par la suite. Donc, on peut communiquer avec le niveau 3, avec ce logo, et il n'y a pas de communication possible ni de logo existant pour le niveau 2. Et enfin, la dernière différence qui est plutôt notable, c'est que dans le niveau 2, on a des démarches équivalentes. Et il y a une reconnaissance d'équivalence. Alors que dans le niveau 3, on n'a pas de démarche équivalente. Il n'y a que la HVE. Maintenant, je vais vous présenter le niveau 2 et le niveau 3. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va mesurer la progression de l'exploitation. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il existe actuellement à peu près 60 démarches équivalentes et on a 2 types de démarches. On va avoir des démarches d'exploitation où on va parler de reconnaissance totale, par exemple Terre à venir avec ISO 14000, et on va avoir des reconnaissances qu'on dira plutôt partielles. Et c'est des démarches de type filière, par exemple en viticulture, Terra Vitis. Et pour les ODG, ça va être très important de garder ça en tête, notamment quand vous allez faire un recensement et un état des lieux de vos opérateurs et par rapport à la typologie. Donc, pour que ça soit un petit peu plus parlant, je vais vous donner un exemple. Si vous insérez dans votre cahier des charges ou en dehors de votre cahier des charges le niveau 2, Terra Vitis, si vous avez un opérateur qui n'a qu'un atelier viticole sur son exploitation, il sera Terra Vitis, donc il sera considéré en équivalence de niveau 2. Par contre, si ce même opérateur il a un atelier volaille à côté, il faudra qu'il demande à son organisme certificateur de se faire aussi certifier de niveau 2 sur la partie atelier volaille, parce que sinon, il ne sera que dans une démarche partielle. Et ce qu'on attend en fait dans le niveau 2, c'est une reconnaissance qui sera totale. Alors, le niveau 2, il se décline en 4 thématiques. On va suivre la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la gestion de la ressource en eau. On va regarder 16 exigences qui ont été définies dans un référentiel établi par arrêté ministériel, et à cela sera associé 25 points de contrôle. Donc, pour vous donner un exemple, l'exigence 9, c'est de disposer d'estimations sur les quantités d'effluents produits sur l'exploitation. Donc, ce qu'on va regarder, c'est que l'exploitant il soit capable d'estimer ces quantités d'effluents et qu'il précise aussi la méthode de calcul utilisée. Alors maintenant, je vais vous présenter le niveau 3. Donc, le niveau 3, on peut y accéder par 2 voies. On a la voie A ou la voie B. Ce qu'on appelle la voie A, c'est aussi appelé la voie surfacique ou l'approche thématique. Et elle va se décliner, comme le niveau 2, en 4 thématiques. On va avoir la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la gestion de l'eau. Et dans chaque thématique, en fait, on va avoir des items. Par exemple, pour la stratégie phytosanitaire, on va mesurer le pourcentage de la SAU non traitée. Et l'objectif, c'est d'atteindre 10 points minimum par thématique. Donc, pour vous donner un exemple très concret, un opérateur se retrouve avec une note de 8 en biodiversité et à l'inverse de 18 en gestion de la fertilisation, il ne validera pas l'option A parce qu'on ne fait pas une moyenne. On valide juste 10 points par thématique. Ensuite, si cette option A n'est pas accessible, pour l'instant, on a encore l'option B. L'option B, c'est ce qu'on appelle aussi la voie globale ou la voie comptable. On va surtout se servir en fait des documents comptables pour pouvoir remplir le fichier Excel. Donc, on va vérifier 2 indicateurs. Et ces indicateurs, ils vont permettre de percevoir la capacité de l'autonomie de l'exploitation. Et donc, on va essayer de voir qu'à la fois,
on a donc le premier indicateur, c'est-à-dire un pourcentage des infrastructures agroécologiques sur la SAU qui est supérieur à 10%. Et pour les éleveurs, on a un autre système de calcul, on intègre les prairies permanentes de plus de 5 ans, enfin les prairies tout court de plus de 5 ans. Et on va aussi cumuler le fait qu'on a le poids des intrants dans le chiffre d'affaires qui est inférieur à 30%. Pour le calcul de ce poids des intrants, on va vraiment regarder tout ce qui rentre et qui est extérieur à l'exploitation. Donc, par exemple, en atelier avec des animaux, on va regarder les produits vétérinaires, tout le concentré qu'on achète, l'électricité, l'eau, etc. Et donc, une fois qu'on a cumulé ces deux indicateurs, on peut valider la voie B. Ensuite, par rapport à la mention valorisante et le logo, il faut faire une distinction en fait par rapport au logo qu'on mettra sur les produits issus d'une exploitation HVE, du logo qu'on pourra mettre sur l'exploitation ou sur le site internet ou le kakémono quand on communiquera sur l'exploitation. Donc, du coup, le logo qu'on mettra sur les produits, on mettra bien que c'est issu d'une exploitation HVE. Et du coup, j'ai terminé la présentation de cette partie. Et on peut passer peut-être à la phase de questions. Voilà, est-ce que sur cette première partie, certains d'entre vous ont des questions par rapport à ce qui a été expliqué de façon rapide? C'était volontaire d'aller vite parce que peut-être que certains d'entre vous connaissent bien le sujet, tout ce qui était accession à la HVE et notamment à la HVE niveau 3, de façon à pouvoir revendiquer le logo dont vient de parler Virginie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rallumer votre petite caméra et vous ouvrez votre micro. Alors, c'est ce que j'essaye de faire, mais j'arrive plus. Alors, touchez à rien, Virginie, parce qu'on est sûr de vous garder avec nous. Moi, j'en avais une de questions, enfin, j'en avais même deux, si mes questions peuvent intéresser les personnes qui sont autour. Est-ce qu'on a une idée, en Nouvelle-Aquitaine, des secteurs qui sont majoritairement déjà en HVE 3, en termes de type de production? J'imagine que la viticulture, c'est le cas, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui aussi ont majoritairement des exploitations en HVE 3? Ça, c'était ma première question. Et une deuxième question par rapport à ce qu'a dit Virginie concernant la reconnaissance totale de l'exploitation au niveau 2. Ça veut dire que ça concerne non seulement la production qui est considérée par le SICO, mais aussi tous les autres ateliers de l'exploitation, même s'ils ne sont pas considérés, enfin pris en considération par le SICO. C'est l'exemple que vous citiez d'un viticulteur qui éventuellement aurait un atelier volaille en parallèle, qui serait donc Terre Avenir pour l'atelier vin, mais qui devrait aussi être en HVE niveau 2 pour son atelier volaille, même s'il ne revendique le SICO que sur la viticulture, enfin sur le vin. Est-ce que c'est ça, Virginie? Et est-ce que vous pouvez répondre aussi à ma première question? Alors, sur la première question, c'est vrai qu'on trouve beaucoup surtout sur la partie viticole d'exploitation qui ont de la HVE. Je n'ai pas connaissance et on n'a pas fait non plus, je pense, de recensement de notre côté pour savoir si dans les autres productions, on a des exploitations en HVE en Aquitaine. Jacques, je ne sais pas si toi, de ton côté, tu as cette information-là. Alors, il y en a quelques-unes, hein, mais la très grande majorité, hein, c'est donc la viticulture, hein, bon, un petit peu en arboriculture, bon, c'est donc en production végétale en tout cas. Hein. Et puis, il y a alors dans les données du ministère, on a quelques exploitations en élevage, et bon, mais en tout cas, on n'a pas le détail par région. Hein, donc, sur ces données, mais bon, après, c'est la grande majorité HVE, c'est la viticulture, et notamment la viticulture. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui, Emmanuel, tu veux... Bonjour, bonjour. C'est Christelle, ODG Pommes de Terre Île-de-Ré. Bonjour. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que les personnes qui ne parlent pas peuvent couper leur micro le temps que Madame Couty pose sa question? Ça évitera les effets. En fait, ce n'est pas une question. Pour le coup, je vais mettre aussi la caméra peut-être. C'est pour témoigner. Nous sommes à 4 exploitations
Nous avons 4 exploitations produisant de la pomme de terre qui sont en HVE. Effectivement, on a aussi le volet Viti, mais on a dans ces exploitations, on a vignes et pommes de terre, et on en est à 4. Et notre objectif est à 2025, en fait, que toutes nos exploitations soient certifiées. Donc, on est engagé dans cet esprit-là, en fait. Voilà. D'accord. Voilà. C'est juste un témoignage pour dire qu'il y a de la pomme de terre aussi. Voilà. Et donc HVE sur les 2 ateliers, pommes de terre et vignes. Oui, c'est ça. Et maraîchage pour certains. Mais voilà. OK. Merci. Je voulais juste Bonjour. ajouter... pardon. Oui, excusez-moi Patricia, j'y vais. C'est rapidement, sur le site du ministère de l'Agriculture, vous avez l'annuaire des exploitations certifiées au titre de la HVE. C'est un fichier Excel que je viens d'ouvrir. Vous avez la liste au 1er janvier 2021 et sur les 11 663 exploitations, il y en a 2 942 en Nouvelle-Aquitaine et vous avez même l'activité de l'exploitation, bon, essentiellement vous voyez, des exploitations viticoles, mais quelques-unes aussi en grande culture, élevage et arboriculture. Mais ce fichier-là peut vous permettre de faire un tri et vous avez le nom des exploitations. Voilà. Merci Emmanuel. La très grande majorité, c'est viticulture, on est bien d'accord. Ouais, bien sûr. Vous pourrez rebaisser votre petite main, Emmanuel, et Madame Nifle, vous vouliez intervenir. Oui, voilà. J'ai pas mis la main, mais oui, donc Patricia Nifle, donc je suis responsable de l'ODG des volailles fermières d'Auvergne, donc les volailles sous SICO en Auvergne. J'avais 2 petites questions parce que bon, je suis un peu novice sur le sujet. Déjà, vous parlez de l'option A et B pour être en HVE, mais j'ai cru comprendre un sous-entendu comme quoi l'option B n'existerait peut-être plus, ou enfin j'ai mal compris, ou ces 2 options vont perdurer pour être HVE. Et puis j'avais une deuxième question, c'est oui, au niveau des ateliers, est-ce que aujourd'hui tous les types de production peuvent avoir accès à ce HVE? Est-ce qu'il est adapté finalement à toutes les filières, ou est-ce qu'on voit bien que dans le Viti apparemment ça a été bien adapté, mais est-ce que c'est valable sur tous les types de production? Merci pour votre question. Virginie ou Jacques? Jacques, tu veux que je prenne la parole parce qu'on Vas-y, c'est bien. Donc, il y a des discussions en cours au niveau du ministère pour faire évoluer ce référentiel parce que voilà, pour certains qui l'ont testé, la voie B, elle serait un petit peu plus facile à accéder pour certains, notamment le Viti, et pour l'élevage, ça pourrait poser quelques difficultés. Donc voilà, on ne sait pas où ça va, enfin, on n'a pas tous les éléments, mais on sait qu'il y aura des évolutions par rapport à ça. Alors, est-ce que ce sera une suppression de la voie B? Je ne pourrais pas dire maintenant. Est-ce que ce sera un niveau plus exigeant ou est-ce que peut-être ce sera une certification qui s'adressera peut-être aussi bien à l'élevage qu'à la Viti? On n'a pas encore les éléments. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est qu'au départ, la voie B, c'était la voie qui avait été au départ initialement retenue. Partant du principe que si on partait sur une certification, notamment pour le système des grandes cultures, bon, on avait des intrants qui seraient à peu près homogènes selon des intrants et des chiffres d'affaires qui seraient relativement homogènes, bon, selon les exploitations. Après, on s'aperçoit qu'en viticulture, puisque le dénominateur, donc en numérateur, on met tous les intrants, ce qu'a expliqué Virginie, donc les fertilisants, les produits phyto, le fioul, le chauffage, l'eau, enfin tout ça. Et en dénominateur, vous avez le chiffre d'affaires. On s'aperçoit qu'en viticulture, le chiffre d'affaires peut varier fortement par unité de surface. Bon, puisque comme vous avez dû constater comme moi que certaines bouteilles valent beaucoup plus cher que d'autres. Voilà. Donc à ce niveau-là, il y a un certain nombre de discussions. il y a des discussions. Il y a à la CNCE siègent aussi des associations environnementales qui avaient au départ poussé pour cette voie globale et que maintenant, même si on n'y siège pas, on a quelques retours. On aurait donc une réflexion pour que cette voie B soit rediscutée, voire supprimée. Après, par rapport à votre question sur le type de production qui sont éligibles à la certification environnementale,
normalement, toutes les productions agricoles sont éligibles, donc avec des critères. Vous savez comme moi, vous êtes directrice d'ODG, qu'il y a des discussions au niveau de la CNCE pour, entre guillemets, animaliser donc les référentiels de la certification environnementale. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est en cours. Je suis allé à une réunion il y a 1 an à peu près. Depuis, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'évolutions. En tout cas, puis vous savez aussi qu'il y a beaucoup de questions aussi relatives à la PAC, au financement, et que c'est des enjeux importants donc qui interviennent là-dessus. Voilà, mais la voie B, je ne sais pas si elle sera supprimée ou pas. En tout cas, il y a eu un certain nombre d'articles de presse, mais là, qui ont été publiés là-dessus, pour revoir le référentiel de niveau 2 et pour envisager une évolution forte de la voie B du 3e niveau HVE. Très bien, merci. Nicolas, tu as souhaité poser une question? Oui, donc Nicolas Brossard, des ODG qui ont et des filières. Je ne vous entends pas très bien, monsieur Brossard. Désolé. Elle a l'air bien partie, c'est pour ça. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Vas-y, lance-toi, on va te dire. Est-ce que vous m'entendez mieux? Non. Si. Oui, c'est mieux, c'est mieux. On t'écoute, Nicolas. Alors, la question, c'était sur la filière élevage de coquillages. Est-ce qu'on a des choses qui sont déjà aujourd'hui en marche pour ce type de notion HVE? Et quelles seraient-elles? Parce que, à ma connaissance, on n'a pas encore grand-chose. Vous êtes responsable d'un ODG coquillage. Ah d'accord, ok, excusez-moi. Bon, effectivement, là, je sais pas s'il y a beaucoup de travaux là-dessus pour intégrer la production de coquillages, huîtres et moules. Il faudra d'ailleurs qu'on vérifie. Je ne sais pas si c'est éligible, si les produits de la mer sont éligibles à la certification environnementale. Je m'excuse, je vous répondrai par mail parce que je vais vous dire une bêtise. Enfin, je risque de vous dire une bêtise. Ok. Bon, on compte sur votre réponse, Jacques. Attention. Oui, je n'y manquerai pas. Est-ce que sur cette partie, tout le monde a pu s'exprimer? Est-ce qu'on enchaîne avec la deuxième partie? Il y a encore des questions. Joseph Giraud, pour le beurre Charentes-Poitou, vous vouliez poser une question, Joseph? Oui, merci Brigitte. Quand nous, on a donc en fait fait une étude sur le bassin pour l'élevage, donc l'élevage laitier, bovin et caprin. Bon, on s'est aperçu que c'était particulièrement difficile puisque la valeur donc du lait est moindre si je compare par exemple par rapport au vin. Et donc le rapport donc sur la valeur ajoutée forcément donc nous pénalise un peu. Et on avait également donc souhaité que soient pris en compte des éléments, je ne sais pas où ça en est, qui sont donc en fait des éléments propres donc aux exploitations d'élevage, comme la valorisation donc des surfaces qui sont à faible potentiel, des bois, des haies, des parcours donc en fait qui ne sont pas valorisés sur le plan des cultures, mais qui ont quand même un intérêt sur le plan de l'environnement. Alors je ne sais pas où ça en est. Et on avait demandé aussi à ce que soient réétudiés donc les équivalences sur le plan du maïs en silage ou des prairies temporaires. Là aussi, je ne sais pas où ça en est. Et puis également, on s'était interrogé sur les démarches de valorisation des effluents d'élevage. Est-ce que c'est pris en compte? Comment? Tout ce qui est production ou économie d'énergie, d'une façon générale. Voilà. Donc, si vous pouviez me répondre, ça m'intéresse. Je vais vous décevoir parce qu'on n'a pas la réponse, puisque comme je vous le disais, il y a un groupe de travail à la CNCE sur la prise en compte des filières animales, une meilleure prise en compte des filières animales
dans les référentiels de niveau 2 et de niveau 3. Hein, et que, à ma connaissance, hein, bon, moi je suis allé à une réunion où il y avait vos différentes fédérations, hein, le CNAOL, Fédélis par exemple. Hein, bon. Et depuis, j'ai pas eu de suite sur la prise en compte, enfin l'évolution de ces référentiels, mais effectivement par rapport aux critères que vous citiez, Monsieur Joseph, effectivement, il y avait eu ces propositions qui avaient été faites, hein, par les filières à l'époque au ministère. Là, moi, je ne siège pas à la CNCE, hein, donc je n'ai que des retours indirects, mais à ma connaissance, il n'y a pas, enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de décision de prise. Il y a des travaux, c'est clair, mais je n'ai pas les orientations et savoir si on est proche d'une prise en compte ou si ça va sortir bientôt ou pas. Hein. Voilà. On va oui, Virginie, je t'ai coupé, vas-y. Par rapport à la voie B, est-ce que vous avez essayé également la voie A, où on prend justement toutes ces SIE, les prairies permanentes, etc. Est-ce que là, ça ne passait pas par cette voie-là? Joseph? Il y a un nombre plus important d'exploitations qui passent par la voie A, mais oui. pour autant, on souhaiterait intégrer, comme je vous le disais, certains critères qui sont des critères intéressants et valorisants sur le plan environnemental. Donc, dans la voie B? Dans la voie. Dans la voie A et aussi dans la voie B. Oui, dans les deux voies. Hein, bon, de mémoire, il y avait eu aussi une proposition du CNAOL, hein, la Fédération des ODG d'AOP laitière, pour prendre en compte les estives ou des choses comme ça, quoi. Bon, après, chaque région a ses particularités. Il est clair que bon, ce référentiel, il a été construit initialement pour des productions végétales et qu'il doit être aménagé pour les productions animales. Mais après, j'ai pas le détail et les dernières discussions de la CNCE. Parfait. Et avant de passer à la deuxième partie, Madame Larieux, vous vouliez intervenir? Oui, juste rassurer et être témoin de la partie viticole. Effectivement, on est tous bien conscients que si on met le prix de nos ventes de bouteilles dans le calcul, la voie B est un peu trop facile. Et vous dire que du coup, moins de 10% des viticulteurs font appel à cette voie-là, conscients que sinon la HVE viticole pourrait être très rapidement décriée, sachant qu'elle l'est déjà. On ne va pas attendre le bâton pour se faire battre et ça fait plusieurs années que le CIVB travaille déjà à un aménagement de la HVE en prévision de ce qui nous est arrivé malheureusement un peu trop tôt par rapport au timing des avancées des travaux sur ce référentiel. Donc, on partage les mêmes difficultés à avoir des infrastructures agro-environnementales et voilà, passer par la voie. Donc, voilà, pour rassurer sur le fait qu'on partageait les mêmes problématiques. Oui, au niveau de l'INAO, en tout cas, on avait constaté que la voie B, hein, si on risquait d'avoir un système qui pouvait avoir une double sanction, parce que imaginons que le prix de vente s'écroule pour une raison ou une autre. Hein, donc, les gens étaient certifiés par la voie B parce qu'ils avaient un prix de vente important. Ce prix de vente diminue et donc on risquait d'avoir double peine. Bon, une perte des revenus des opérateurs, ce qui est logique, hein, mais à condition de travail équivalente, on risquait aussi de se retrouver exclu de la certification en voie B, quoi, puisque malheureusement, on n'est pas toujours maître des cours des produits, hein, et des chiffres d'affaires. Donc, on voit même pour les grandes cultures à l'heure actuelle où le prix des céréales est très élevé, hein, bon, malheureusement, on se doute aussi qu'à terme, hein, ce prix des céréales pourrait rediminuer. Et donc, d'avoir une certification basée sur un chiffre d'affaires dont on n'est pas complètement maître, c'était, en tout cas pour la commission de professionnels de l'INAO qui suit ça, ça paraissait quand même
pas forcément opportun. Ce que disait Hélène Larieux tout de suite, bon, il paraissait plus facile de travailler sur la voie A. Malheureusement, dans le secteur des productions animales, ce référentiel paraît pas adapté, quoi. Hein, voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire, et que, vu ce qu'on peut lire des propos du ministre Julien Denormandie, bon, il a bien pris en compte le fait qu'il fallait faire évoluer les référentiels. Bon, mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations à vous donner. Très bien. Donc, on va passer à la deuxième partie sur les orientations du Conseil permanent. Donc, si j'ai bien suivi, c'est Jacques qui prend le relais. Est-ce que les personnes qui ont posé les questions peuvent baisser leur petite main, que je n'oublie personne après pour les futures questions? Donc, Virginie, tu peux remettre le partage d'écran, parce que moi, ça ne marchait pas. Virginie avait réussi à le faire tout à l'heure, si vous voulez. La Madone. Alors. Nicolas, baisse ta petite main, s'il te plaît. Merci. Voilà, donc ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que au niveau, avant que le diaporama arrive, hein, donc si tu peux passer, c'était plus loin. Donc avant, voilà. Donc merci Virginie. Donc Virginie a parlé de la loi Egalim d'octobre 2018 hein, et de l'article 48 qui indiquait que les produits sous SIQO devraient être en conformité avec la certification environnementale. Hein, bon, il y avait un certain nombre de questions qui se posaient, hein, puisque des produits sous SIQO, il y a aussi les STG, hein, les spécialités traditionnelles garanties, il y a aussi l'agriculture biologique, hein, et donc, outre les questions par rapport à la réglementation européenne hein, et le fait que l'Europe considérait que c'était aux ODG de faire les propositions et pas à l'Assemblée nationale, les propositions de disposition dans les cahiers des charges et pas une obligation législative, hein, il y avait quand même un certain nombre de questions qui se posaient, hein, puisque est-ce qu'il fallait imposer aux producteurs sous AB, hein, sous agriculture biologique, d'être aussi, de bénéficier également de la certification environnementale. Bon, c'est des questions. Il y avait d'autres questions hein, qui n'avaient pas été résolues. Hein. En tout cas, la résultante, hein, c'est que ce décret d'application hein, de l'article 48 hein, donc n'a pas été publié au 1er janvier 2021, comme la loi de 2018 l'écrivait. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cet article 48, hein, sauf s'il avait été d'application très simple à mettre en œuvre, hein, et vu toutes les questions qu'il pose, hein, en tout cas, au niveau juridique, hein, il n'y aura pas d'application de l'article 48 parce qu'il n'y a pas de décret d'application. Jusqu'à évolution d'une nouvelle loi agricole, hein, peut-être, ou d'autres questions, mais en tout cas, il ne s'applique pas. Donc, vu ce constat, hein, puisque le Conseil permanent de décembre 2020 de l'INAO, hein, qui regroupe des représentants donc des différents comités nationaux, hein, et donc des 4 comités nationaux des indications géographiques, du Comité national de l'agriculture biologique, du Conseil des agréments et contrôles, qui regroupe aussi les ministères, hein, les représentants de nos ministères de tutelle. Donc, il a été décidé d'inviter les ODG à étudier 3 orientations hein, validées par le Conseil permanent hein, au choix des ODG. Hein. Donc, la première, c'était donc d'intégrer dans les cahiers des charges des différents SIQO des dispositions agroécologiques, hein, telles que ça avait été dit et en 2016, hein, à l'époque, en accord avec le ministère de l'Agriculture. Hein. Donc, avec que ce soit des dispositions types hein, ou des qui peuvent être transversales à plusieurs SIQO ou des dispositions spécifiques à chaque cahier des charges, hein, parce que la situation l'oblige. Voilà. Si tu peux revenir juste, la deuxième option,
c'était donc d'engager hors du cahier des charges, en dehors du cahier des charges, les exploitations agricoles productrices du SICO, donc à les engager à aller vers une certification, dans le cadre d'une démarche collective à l'échelle de l'ODG, des démarches collectives, volontaires, et en tout cas qui n'étaient pas obligatoires pour pouvoir revendiquer le signe. Et puis l'option 3, qui était donc d'intégrer dans le cahier des charges du SICO considéré une obligation que pour les opérateurs habilités d'avoir une certification environnementale officielle, soit la certification environnementale du ministère, développée par le ministère français, soit l'agriculture biologique, qui est donc avec un cahier des charges européen. Voilà, diapo suivante. Donc, pour en revenir à l'option 1, à l'époque, en 2016, on s'était dit, bon, on va pas étudier les demandes de chaque ODG, ODG par ODG. Il y en a peut-être qui vont être prises par plusieurs ODG, et donc on va essayer de faire le travail par anticipation et de voir un peu quelles seraient les mesures que les ODG pourraient demander à mettre en œuvre. Et puis à partir de là, on les étudiait et on partait du principe que ensuite ces mesures qu'on appelle mesures types, donc si un autre ODG souhaitait la reprendre, cette mesure type, comme l'étude avait été faite pour un signe de la même famille, de la même filière, donc on considérait que l'étude était déjà faite. Ça, c'était dans un objectif d'intégration rapide, avec l'intérêt aussi, c'était de pouvoir avoir des dispositions de contrôle qui soient identiques partout pour la même mesure. Donc on a donc travaillé là-dessus sur un certain nombre de propositions, de mesures types qui permettent à un ODG qui souhaite la reprendre d'avoir une intégration rapide dans son cahier des charges. J'ai bien conscience, vu l'expérience et le temps de travail à l'INAO, que c'est un des reproches réguliers, c'est que ça met des années. Moi, ce que je dis toujours, c'est que les bons dossiers vont vite, et une mesure type reprise à l'identique, en 3 mois ou 4 mois, c'est intégré dans votre cahier des charges. Voilà. Autre chose, on sait bien aussi que les SICO, vous avez tous des spécificités, ne serait-ce que géographiques, des spécificités de filière, des spécificités de produits, et que il n'y a pas que des mesures types, il y a aussi donc des mesures auxquelles qu'on n'avait pas anticipé, et qui donc peuvent être présentées par les ODG pour être intégrés dans leur cahier des charges. Donc à ce moment-là, donc il y a une commission qui s'appelle la commission environnement qui doit étudier donc ces propositions. Donc voilà, avec toujours pareil, une constante à l'INAO, c'est que quand on met quelque chose dans un cahier des charges, on a bien prévu de le contrôler et donc de le faire appliquer. Et donc on a un plan de contrôle qui doit être modifié en conséquence. Et là, à ce moment-là, on est donc dans une démarche de modification de cahier des charges, un peu moins rapide, mais c'est une démarche qui fonctionne. Donc cette première orientation donc, peut être une démarche qui va s'arrêter là. Ça peut être aussi une première étape vers une démarche complémentaire par rapport à une obligation de certification de l'ensemble des opérateurs. Voilà. Encore une fois, je vous rappelle que dans le système des SICO, c'est les propositions de dispositions à intégrer dans les cahiers des charges sont du ressort des ODG et de seuls. Nous, au niveau de l'INAO, on peut essayer d'anticiper vos demandes, histoire que le jour où elles arrivent, on ait déjà dans certains cas, pu traiter des demandes identiques ailleurs. Voilà, donc cette orientation, elle existe depuis 5 ans, depuis 2016, on a des ODG qui nous demandent régulièrement l'intégration de dispositions agroécologiques dans leur cahier des charges. Diapo suivante, Virginie. Donc,
Bon, dans le secteur viticole, hein, on a mis en place, enfin les comités nationaux ont voté un certain nombre de dispositions types. Hein, voilà. Donc, qui concerne, hein, pour les 3 premières, des questions relatives à l'enherbement. Hein, alors, obligation d'enherbement des tournières, interdiction du désherbage total des vignes, hein, c'est-à-dire qu'on passe tout au Roundup, hein, c'est joli, c'est beau, il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse. Hein, et enherbement des interrants des vignes, obligatoire. Hein. Bon, une 4e disposition qui concerne le matériel de pulvérisation. Vous savez comme moi qu'un des reproches des riverains, hein, c'est que ils reçoivent dans certains cas des émanations de produits phytosanitaires. C'est pas terrible quand vos enfants jouent dans le jardin. Donc, en tout cas, hein, et pour limiter les problèmes de dérive et réduire les pertes, hein, dans le milieu des produits phytosanitaires, donc on a des dispositions, hein, dans le secteur viticole sur le type de matériel, hein, avec des matériels confinés, avec des buses de pulvérisation spécifiques. Bon, il y a un certain nombre de choses. Il y a des ODG qui sont partis là-dessus, hein, sur ces propositions, hein, de rendre obligatoire l'utilisation de matériel de pulvérisation optimum, hein, qui limite au maximum les dérives aériennes des produits phyto. Une 5e, hein, concerne la réduction des quantités de produits phytosanitaires utilisés, hein, puisque quand vous appliquez un produit phytosanitaire anti-mildiou, anti-otéoïdium, bon, le constructeur, enfin le producteur de ce produit phytosanitaire vous donne toujours une dose à appliquer à l'hectare. Parce qu'on est parti du principe que quand la vigne, lors des premiers traitements au mois de fin avril et courant mai, on pouvait avoir donc intérêt à réduire ces quantités utilisées, hein, puisqu'on va pulvériser sur un rameau de vigne qui va faire moitié de ce qu'il fera en fin de végétation, donc d'utiliser des quantités réduites. Hein. Ça sous-entend qu'on a des matériels de pulvérisation débrayables sur une partie, hein, donc de la rampe de pulvé. Hein. Mais enfin bon, c'est aussi dans ce débat sur les questions d'utilisation de produits phytosanitaires, hein, ça peut être un argument, hein, de communication aussi, hein, et un outil de travail pour l'ensemble des opérateurs. Une 6e concerne la limitation des apports d'azote minéral, hein, par an. Hein. 7e, c'est le maintien des éléments constituant le paysage, un réservoir de biodiversité. Hein, donc, vous savez comme moi que le paysage, c'est quelque chose d'important, hein, donc dans la notion d'appellation d'origine. Le respect de la séquence morphologique originelle des sols, on est dans des appellations d'origine, on n'est pas là pour tout chambouler et travailler pendant longtemps le profil des sols avec des gros bulldozers et des gros caterpillars. Hein, donc voilà. Et puis aussi, on a plusieurs réflexions, hein, donc une qui concerne l'interdiction du paillage plastique dans les vignes, et puis on en a d'autres en cours d'élaboration. Elles ont été actées par le comité national, mais les dispositions de contrôle commune n'ont pas été validées par le Conseil agrément et contrôle. C'est pour ça qu'elles sont encore pas complètement validées. Mais voilà, donc une qui concerne le traitement à l'eau chaude, hein, obligation du traitement à l'eau chaude des plants de vigne pour lutter contre la flavescence dorée et les problèmes sanitaires. Une qui concerne l'emploi d'herbicides, l'interdiction de l'emploi d'herbicides sur la totalité de la parcelle de vigne. Hein. On a des appellations qui souhaitent l'interdiction totale, hein, d'herbicides, hein, et de désherbants de synthèse. Une qui concerne l'interdiction d'emploi d'insecticides, hein, excepté les insecticides de biocontrôle. Bon, on sait aussi que bon, il y a des dispositions en cas de problème de flavescence dorée, hein, on a des obligations de traitement qui sont mises en place par les pouvoirs publics. Donc il faut qu'on adapte, hein, donc la disposition concernant cette interdiction de l'emploi d'insecticides, hein, parce que effectivement, si le préfet oblige à traiter avec des insecticides, hein, il faut quand même qu'on puisse bénéficier encore de l'appellation. En tout cas, c'est ce qu'on a proposé, nous, aux ODG. Et puis, on a d'autres dossiers en cours,
sur l'agroforesterie, qu'est-ce qu'on fait, quel type d'essence, est-ce qu'on autorise les plantations d'arbres sur le rang, plantation de haies intraparcellaires, pourquoi pas, mais comment ça se passe avec, voilà, donc on a des travaux là-dessus, on a aussi des travaux sur l'interdiction de l'utilisation de certains produits de traitement, type CMR ou produits référenciés toxiques. Voilà, donc diapo suivante, voilà, un petit zoom sur la mesure 3, concernant en plante pérenne. Attends, si tu peux revenir à la précédente, excuse-moi. Donc, concernant l'enherbement des vignes, bon, on sait que dans le secteur viticole, mais en plante pérenne d'une certaine manière, bon, on a intérêt à avoir des sols enherbés pour tout un tas de raisons, le stockage de carbone, la limitation de la vitesse des eaux de ruissellement, la fracturation des sols et l'intérêt d'avoir une vie des sols améliorée, une diversité microbienne, et donc on a plusieurs propositions, donc soit sur tous les interrants, soit un interrant sur deux, sachant qu'encore une fois, c'est des propositions qui sont faites aux ODG, et voilà. Donc on a un certain nombre de réflexions sur voilà, ces propositions avec des mesures de contrôle qui sont bien définies. En tout cas, quand un ODG demande une mesure type, il connaît aussi la mesure de contrôle qui sera appliquée. Voilà, dans le secteur élevage, on a aussi à l'intérieur de la commission environnement, donc on avait sur les dispositions que je vous ai présentées, donc un groupe qui s'appelle plantes pérennes, parce qu'on est parti du principe que arboriculture et viticulture, ça se ressemblait un peu, on avait en tout cas les mêmes thématiques, et puis on a un groupe de travail sur les productions d'élevage, dans lequel siègent également, sont invités les fédérations concernées, donc, où on a abordé 9 thématiques, donc une sur la biodiversité génétique, si un ODG demande le maintien, l'intégration de races autochtones originaires de sa région, bon, une concernant l'alimentation et l'autonomie alimentaire donc des troupeaux, bon, c'est bien les principes de l'agroécologie, une sur les bâtiments d'exploitation, la surface, les densités dans les bâtiments, l'obligation de paillage ou non, la lumière naturelle des bâtiments, enfin, en tout, bon, il y avait 49 propositions qui ont été faites, je ne vais pas toutes vous les détailler, donc dans les différentes thématiques, une sur les parcours, une sur les intrants de culture, l'utilisation de médicaments et notamment des antibiotiques et des dispositions pour favoriser le maintien de la micro-biodiversité des laits. Bon, quand on parle de fromage au lait cru, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre en œuvre la microflore native qui est présente dans les laits. Si on a un lait qui a pas de où il n'y a pas de micro-organismes au départ, bon, on est obligé de travailler par introduction de ferments exogènes. Bon, et le but, c'est bien d'avoir donc des laits avec une microflore native conséquente. Des dispositions, donc ça, dans ces réflexions sur le bien-être animal et le transport des animaux, donc notamment pour tout ce qui est transport des animaux vers l'abattoir, et puis les conditions d'abattage, avec donc différentes propositions qui sont soumises à l'étude des ODG, encore une fois. Un petit mot sur les thématiques. Bon, donc la biodiversité génétique, je vous en ai parlé, donc vous aurez le PowerPoint, donc avec notamment les races autochtones à faible effectif, en tout cas qu'on aille assez vite sur ce genre de choses. Si un ODG souhaite réintroduire une race autochtone à faible effectif, qu'on n'y passe pas trop de temps. Voilà. Sur l'alimentation, donc on sait aussi qu'on a des discussions bon, sur le nombre de jours de pâturage, donc on a mis pour l'instant des seuils, où quand ces seuils seraient respectés, en tout cas il y aurait approbation directe, quasi automatique, donc de la disposition.
Après, selon les conditions, on sait aussi que 200 jours par an, c'est pas la même chose quand on est en reblochon que quand on est en Normandie à faire du Pont-l'Évêque ou du Camembert. La pousse de l'herbe n'est pas du tout la même, et donc le nombre de jours doit être rediscuté. Des dispositions sur le chargement, sur la limitation de la productivité ou sur l'interdiction de produits transgéniques dans l'alimentation des animaux. Voilà, donc un petit zoom sur ces questions. La deuxième orientation, donc concernait l'engagement à aller vers une certification hors cahier des charges, donc dans le cadre d'une démarche collective pilotée par l'ODG. Donc là, on est bien hors cahier des charges. Ça serait une démarche qui serait menée par l'association ou le syndicat de l'appellation. Bon, on n'est pas dans la mission de l'ODG telle que nous, on reconnaît un ODG pour l'accomplissement d'un certain nombre de missions, mais on est bien donc dans une démarche pilotée par l'ODG, afin de se donner du temps, de voir un peu si ça marche, si il y a un certain nombre d'intérêts à mettre en place une démarche hors cahier des charges, avec la mise en place des contrôles, voir quelles sont les conséquences. Et puis, l'intérêt pour les ODG, c'est de pouvoir communiquer sur cette démarche, qui est initiée à son initiative, de communiquer et puis de voir un peu comment ensuite, quelle suite donner. Est-ce qu'on reste que sur une démarche volontaire et collective ou est-ce qu'on passe sur la troisième orientation, diapo s'il te plaît. Donc la troisième orientation qui est l'introduction dans le cahier des charges d'une obligation pour les opérateurs de disposer soit d'une certification environnementale de niveau 2 minimum ou de niveau 3 et ou d'une certification AB. Voilà, donc quelques avantages. Bon, vous avez normalement tous les ODG ont reçu fin juin, début juillet, donc une communication de l'INAO. Donc là-dessus, sur ces trois options, donc un des intérêts, c'est que vous pouvez vous prévaloir dans votre communication de l'engagement de tous les opérateurs, puisque ça va s'appliquer à tout le monde. Voilà. Si le cahier des charges impose aux opérateurs d'être certifiés, nécessairement vous pouvez communiquer à vos interlocuteurs, à vos voisins, à vos riverains, à vos collectivités locales, que vous êtes partis sur ces dispositions, et qui seront appliquées par les OC, dont le contrôle sera réalisé par les OC. Voilà, donc par contre, ce qu'on vous invite à faire, avant de vous lancer là-dedans, c'est de bien faire un état des lieux, parce que effectivement, le jour où la disposition sera intégrée dans votre cahier des charges, elle sera d'application. Voilà, donc ça a bien été acté par les professionnels et par les différentes filières des différents comités nationaux, c'est que cette application serait immédiate. Voilà, donc, et puis, voilà. Après, un petit rappel sur la certification individuelle, donc on peut avoir soit une certification individuelle directe, soit une certification individuelle gérée dans un cadre collectif, donc avec des dispositions un peu différentes. En cas de certification individuelle directe, donc l'exploitant va choisir son OC en certification environnementale, et donc il y aura un audit initial et puis des audits donc réguliers, voilà, avec une fréquence qui est prévue, mais on a des fréquences régulières. Donc la certification environnementale, on va dire que les fréquences des contrôles sont annuelles, globalement. Dans le cas des certifications gérées dans un cadre collectif, donc on aura donc un audit interne donc qui aura lieu, de l'exploitation agricole qui aura lieu donc tous les ans, donc un audit interne qui pourra être mis en place par l'association ou l'ODG qui suit cette certification, et puis ensuite on aura donc
un certain nombre d'exploitations agricoles qui seront contrôlées en audit externe par l'organisme certificateur, hein, selon l'effectif. Hein, mais le travail est réalisé, hein, au départ, hein, le travail de contrôle est réalisé par le groupe, hein, porteur de la certification collective, hein, ODG, association, voilà. Et puis, donc, voilà rapidement ce qu'on pouvait vous dire sur les orientations du Conseil permanent. Hein, donc, peut-être, je ne sais pas si on passe aux questions ou peut-être au témoignage d'Hélène sur l'ODG MEDOC. Peut-être que Mme Larieux témoigne sur justement l'aspect collectif et qu'on rassemble ensuite toutes les questions. Enfin, je pense que ce serait peut-être finalement plus logique. Ok. Madame Larieux, si vous voulez bien nous dire, et Virginie, vous pouvez remettre la diapo juste avant, s'il vous plaît. J'ai vu, Madame Nifle, hein, que vous vouliez poser une question, on la prend tout de suite après, il n'y a pas de souci. Madame Larieux, si vous pouvez bien faire part de votre expérience au niveau de votre ODG MEDOC, s'il vous plaît. Oui, alors juste en quelques mots, situer un peu l'ODG MEDOC, Listrac MEDOC. Donc aujourd'hui, on compte 650 adhérents sur 10 800 hectares. On a 5 caves coopératives. La majorité des propriétés sont toujours des exploitations familiales, hein, avec des surfaces moyennes d'exploitation qui est à 15 hectares. À 15 hectares, il y a 2 à 3 permanents, plus voilà, des aides au moment de la récolte ou sur la période de taille. Voilà un petit peu pour le profil des exploitations pour situer, puisque généralement on a plus l'image des crus classés qui ont en moyenne 90 hectares. En fait, nous, on a 650 adhérents, 5 crus classés, 120, 130 exploitations qui sont en crus bourgeois et une trentaine de crus artisans, donc ça en laisse 450 qui n'ont aucun classement et voilà, qui s'en sortent très bien aux 600. C'est des classements privés, donc ils ne sont pas obligés d'y adhérer. Nous, comment ça s'est présenté? Déjà dans nos cahiers des charges depuis 2007, on a par exemple la disposition sur l'interdiction de la modification de la morphologie originelle des sols qui est intégrée depuis le début. On a une attention naturelle particulière à l'environnement, comme beaucoup d'entre nous, toute exploitation agricole confondue. Mais c'est vrai qu'il y a un attachement peut-être un peu plus rapide à le formaliser à travers des certifications. Aussi parce qu'on a une pression sociétale peut-être un peu plus importante. On a effectivement des situations rencontrées avec les produits phytosanitaires depuis bien 2013. Et surtout, en fait, les études consommateurs qui montrent que, tout au moins sur le vin, l'attente, les produits d'AOC sont rattachés à une image d'engagement environnemental qui déclenche un achat. Et donc, on a voulu rendre tout ça concret et le graver dans le marbre en proposant dès mars 2018 en Assemblée générale d'intégrer dans nos cahiers des charges donc des 3 appellations, hein, on les gère généralement toutes les 3 de manière identique, l'obligation d'engagement dans une démarche de certification environnementale. Et rapidement, on s'est rendu compte, parce qu'on a des associations anti-pesticides ici sur l'Istrac particulièrement très actives, que ça allait pas être vivable et facilement communicable. Et du coup, qu'on allait perdre en crédibilité pour tous ceux qui faisaient effectivement des efforts en allant jusqu'à la certification par rapport à ceux qui se disaient engagés, mais n'allaient pas jusqu'à la certification, que ce soit sous 1 an, 2 ans, 5 ans, et qui restaient éternellement engagés sans preuve à l'appui. Donc, on a commencé à réfléchir à ce que pouvait être en fait ce que donnerait une obligation de certification obligatoire dans nos cahiers des charges.
Est arrivée par-dessus fin 2018 effectivement la loi Egalim avec une difficulté que vous avez soulignée aussi, hein, à savoir l'agriculture biologique qui est très attendue pour beaucoup de produits. Est-ce qu'on l'intègre comme une démarche de certification environnementale? Qu'est-ce qu'il en est réellement pour nos viticulteurs? Voilà, pareil, si on dit que l'agriculture biologique n'est pas une certification environnementale, puisque c'est comme ça qu'elle est intégrée dans la loi Egalim. Et donc, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on fasse un recensement à 100%, pas basé sur volontariat, mais on l'a intégré dans notre déclaration de revendication en appellation. Et donc, on a fait un état des lieux à 100%. De la situation de certification ou d'engagement de ni l'un ni l'autre pour tous nos opérateurs. Et on a été assez agréablement surpris. Donc ça date de mars 2020. Hein. On en a refait un là en 2021, donc avec la revendication de la récolte 2020. Et à aujourd'hui, on a donc 58% des opérateurs qui sont certifiés. Hein. On demande copie des certificats, bien sûr, puisqu'on s'attend toujours à ce qu'on ait à montrer patte blanche. 58% d'opérateurs représentent 73% des surfaces qui sont certifiées, et l'engagement, lui, monte à 71% les opérateurs qui sont engagés dans une démarche environnementale, ce qui veut dire qu'il nous reste un petit peu moins de 30% de viticulteurs à convaincre, ou tout au moins, et finalement c'est ça, à aider à formaliser les choses qu'ils font déjà aujourd'hui. Et c'est aussi dans ce sens de valoriser tout ce qu'ils font déjà naturellement qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on le mette dans les cahiers des charges. De fait, ce besoin, au moment du recensement, les viticulteurs appelaient en disant oui, je vais vous envoyer le certificat, ou poser des questions, vous savez combien ça me coûte. Donc voilà, on a beaucoup échangé avec eux, et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'accompagnement accru, y compris chez ceux qui étaient déjà dans une démarche ou engagés. Et notre ODG s'est constitué structure collective de certification, au début seulement pour la partie haute valeur environnementale, avec l'aide de la Chambre d'agriculture qui valide le niveau 1 et qui accompagne techniquement sur le terrain le vigneron avant que nous on soumette l'ensemble du collectif à la certification par un organisme tiers. Et rapidement, en fait, est venue une problématique à un besoin local aussi, puisque les crus bourgeois obligent à avoir une certification de niveau 2 et pas de niveau 3. Donc, on a rajouté ce volet certification CE2 dans notre structure collective pour répondre à un besoin de la péninsule médocaine. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc sur les 30% qui nous restaient à convaincre en mars 2020, on a déjà 6%, donc du coup il en reste plus que 24%, qui se sont engagés dans notre structure collective. C'est essentiellement des viticulteurs qui ont des fois qu'une dizaine de rangs, ou qui ont hérité de ça, qui se débrouillent à 2 ou 3 voisins, qui stockent les produits phytosanitaires dans un congélateur qui est dans un bac, et ils les séparent. Une fois c'est un qui achète, une fois c'est l'autre, et ils ne savaient pas que tout ça pouvait se contractualiser voilà, par des moyens assez simples sur le terrain, hein, vraiment rendre ça concret, puisque c'est une bonne pratique, c'est juste qu'ils la partagent, et ne serait-ce que le fait de le partager, ils pensaient que ça rendait les certifications inaccessibles. Donc ça demande un petit peu de papier, et on comprend qu'ils n'aient pas envie de faire ça quand ils ont 15 rangs de vigne. Donc ça, c'est quelque chose que l'ODG leur apporte pour amener avec nous, hein, une majorité des viticulteurs. On ne peut pas dire, et je suis sûre qu'on n'aura pas l'unanimité des viticulteurs avec nous. Après, c'est une décision politique des viticulteurs qui composent le conseil d'administration de se dire, est-ce que on renonce à mettre en valeur les pratiques de 95 ou 97% des viticulteurs pour sauver en AOC 3% des viticulteurs, sachant qu'eux pourront faire de l'AOC Bordeaux ou de l'IGP. Il y a d'autres solutions. C'était un choix de dire
Ça fait partie des choses qu'on fait naturellement. Depuis 2019 aussi, la totalité des vignes du Médoc est reconnue dans un parc naturel régional du Médoc. Donc tout ceci faisant, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on mette en valeur et qu'on grave dans le marbre cette certification environnementale. Donc le sujet est passé au comité régional de l'INAO la semaine dernière et donc ça suit son bonhomme de chemin, donc ça devrait arriver sur 1 an et demi, 2 ans. Donc nous, on continue à dire qu'on peut aider des viticulteurs à travers notre structure collective, mais il n'y a pas que nous, il y a l'ADAR qui est au courant, tous les conseillers viticoles et les œnologues conseils qui ont des fois des contacts pour les aider à passer le cap. Et puis on va faire des réunions d'information et ensuite appeler, aller voir les viticulteurs qui n'ont pas passé le cap pour savoir comment ils envisagent la suite et si on peut leur être utile ou pas. Voilà. Et après, par rapport aux différentes dispositions agro-environnementales, c'est vrai que bon, la certification, c'est une chose. On peut peut-être imaginer que c'est à la réaction à l'attaque qu'on a eue de la part de alertotoxique sur la HVE, où on s'est dit qu'on devait mettre ce point-là dans nos cahiers des charges, mais ça remonte déjà à bien avant cet incident. On a aussi interdit le désherbage des tournières, on a interdit le désherbage en plein, on a l'obligation du calcul de l'indice de fréquence de traitement pour que les viticulteurs soulignent ou tout au moins réalisent les efforts faits ou soient incités à diminuer les doses utilisées ou le nombre de traitements effectués ou de bien le cibler. Le matériel, on s'est aussi posé la question, mais c'est vrai que naturellement et la législation sur les ZNT qui perdure depuis 2014 ou 2016 fait qu'aujourd'hui on a quasiment que des face par face avec des bus anti-dérive ciblés, des panneaux récupérateurs avec des filets anti-dérive le long des écoles. Enfin voilà, déjà beaucoup de choses de fait, donc on n'a pas rajouté ce point technique là. Voilà un petit peu, j'espère que j'ai été claire. On ne vous entend pas, Madame Bouy. C'est clair et témoignage très intéressant. On vous remercie, Madame Larieux, qui, je suppose, va susciter des réactions et des questions. Donc, Madame Couty, vous vouliez intervenir? Oui, bonjour, Madame Larieux. Bonjour à tous, de toute façon. Je voulais juste, en complément de votre intervention, et justement des dernières actions, enfin de ce que vous développiez en termes d'actions mises en place dans le cadre de votre cahier des charges, avez-vous des actions, donc actions réglementaires normalement, sur des aires de lavage de matériel de pulvérisateur notamment ou de machines à vendanger? Avez-vous ce genre d'aménagement dans le cadre de votre cahier des charges ou alors est-ce que tous vos adhérents répondent déjà à cet aspect réglementaire en fait Alors, voilà. Ceux qui n'y répondent pas, même s'ils devraient déjà y répondre, l'aire de lavage, qui était votre premier exemple, est un des points bloquants pour accéder à la certification de niveau 3. Donc, soit ils doivent s'arranger avec un voisin, ce qui est souvent l'issue de ce type de situation, soit faire du rinçage à la parcelle en le formalisant. Voilà, il y a différentes solutions. Après, nous, on n'a pas listé des points déjà inscrits dans les obligations de ces certifications, que ce soit Terravitis, AREA, l'ISO 14001, le SNE du CIVB, Calenvi. On n'a pas rajouté d'autres points. On se dit qu'il y en a déjà pas mal. Ces certificats peuvent bouger et ils bougeront toujours. Donc, on n'a pas poussé jusque-là. On a déjà 17 points de modification de nos cahiers des charges, ce qui est déjà pas mal. Donc, pour le moment, on va s'arrêter là. D'accord. Et du coup, le pourcentage de certifiés en niveau 3, au niveau de votre ODG, est de combien en fait ? Alors, le niveau 3 en surface, c'était quand
au 6 juillet, on avait 81% des surfaces des 10 800 hectares qui étaient engagées ou certifiées, et 69% étaient certifiées HVE. D'accord. D'accord. Okay. Merci. Madame Nifle, vous aviez dit 95% en voie A. Alors, effectivement, j'ai pas mal de questions. Je vais les lister, puis comme ça, c'est des petites questions, hein, et puis comme ça, vous pourrez répondre. Déjà, le délai de... On peut peut-être, excusez-moi, enlever de l'écran le diaporama si on n'a pas besoin d'y revenir. Ça permettra de voir un peu mieux les personnes qui s'expriment. Oui, je vais le supprimer. Ça vous est possible, Virginie? Oui. Merci. Alors, oui, donc plusieurs petites questions. Déjà, le délai de mise en œuvre de cette démarche, qu'est-ce qui va être obligatoire, et sous combien de temps pour les ODG? Après, ça concerne les différentes orientations. Donc, au niveau de la première orientation, combien de critères minimum il faut ajouter pour répondre à cette démarche? Moi, je m'occupe plus précisément de démarche label rouge, donc c'est pas très clair pour moi puisqu'on a déjà pas mal de critères DAE qui sont inclus déjà dans nos notices techniques. Donc, si elles y sont déjà, est-ce qu'il faut quand même en rajouter? Une question aussi sur le délai de disponibilité de la liste des DAE en élevage. Vous en avez parlé, il y a 49 points, je crois, qui étaient en cours de validation, savoir sous quel délai on va pouvoir y avoir accès, puisque nous, on a déjà des réflexions sur des cahiers des charges qui sont en train de se déposer. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de la deuxième orientation, je suppose que c'est sur une démarche globale et non partielle, sauf que l'ODG, lui, n'a légitimité que sur son atelier, enfin l'atelier qu'il gère. Il ne gère pas tous les ateliers d'une exploitation. Donc, comment faire pour agir sur les autres ateliers pour être en démarche globale et non pas comme on pourrait plus facilement en démarche partielle sur l'atelier qu'il gère? Au niveau des contrôles, sur la deuxième orientation, vous avez parlé des contrôles qui devaient être faits par l'ODG, sous la responsabilité de l'ODG. Est-ce que des contrôles internes ODG suffisent pour répondre à cette deuxième orientation? Et puis, je crois que c'est à peu près l'ensemble. Quand on a l'air de pousser sur une certification agriculture biologique, ça n'est pas adapté, il me semble, sur des filières label rouge qui ne peuvent pas être aussi en biologie, ce qui veut dire que finalement la rédaction n'est pas adaptée à tous les SICO. Voilà, et puis après, c'est un petit peu qui finance tout ça. Voilà toutes mes petites questions. Alors, on va les reprendre une par une. J'espère que Jacques a tout noté au passage. J'ai noté un certain nombre de questions de Patricia. Je connais sa grande précision. Alors, le délai de mise en œuvre... Les questions sont fort pertinentes et à mon avis, oui, vont intéresser plus d'un autour de la table. Donc, les délais de mise en œuvre, il n'y a pas de délai de mise en œuvre obligatoire. Il y aura peut-être des ODG qui ne mettront jamais rien en œuvre. C'est possible. C'est basé sur le volontariat. Et une chose est sûre, c'est que, bon, ça a bien été rappelé, c'est du volontariat. Donc après, c'est à chacun de... les volailles d'Auvergne, vous avez une filière sur 0 antibiotiques, bon, c'est du volontariat aussi. Bon, je suppose. C'est du volontariat, mais on ne peut pas l'appliquer à tout le monde, et notamment quand on a des volailles qui doivent être traitées, qu'est-ce qu'on fait? C'est un petit peu la problématique. Effectivement, nous, on est très avancés sur toutes ces démarches DAE, donc je n'ai pas à rougir du tout sur ce genre de choses. Par contre, c'est plutôt de l'imposer à l'ensemble de nos opérateurs, et puis pour aller sur une démarche certification globale, c'est là où moi, je n'aurais pas de mal. Je pense que c'est envisageable sur des démarches au niveau de l'atelier avicole, comme vous dites, mais si on veut aller sur des certifications au niveau global, ça devient plus problématique. C'est vrai. On est d'accord que si vous avez des adhérents, des producteurs de volailles IGP volailles d'Auvergne, vous faites aussi de l'IGP, il me semble un petit peu quand même, non? En tant qu'Auvergnat d'origine. Oui, c'est globalement. Il n'y a pas que le label rouge dans la vie, il y a aussi l'IGP. Non, mais aujourd'hui, toutes nos volailles IGP sont aussi label rouge. On commence à en avoir aussi qui sont couplés au bio, ça reste limité, mais nos volailles IGP sont aussi label rouge. D'accord. Non, mais bon, combien de critères minimum faut-il rajouter? Je dirais que ça dépend déjà de l'existant de votre cahier des charges, parce que vous avez, bien sûr que vous avez tous déjà des dispositions, et l'orientation de l'INAO, c'était de vous inciter à en rajouter.
Hein. Bon, dans le secteur viticole, il y avait déjà des gens sur les tournières, l'enherbement des tournières. Hélène l'a dit tout à l'heure, ils l'ont depuis 15 ans. Hein. Mais il y a encore des appellations viticoles qui n'ont pas cette disposition. Hein. Donc, il est difficile de dire combien il faut en rajouter. Il faut faire un état des lieux. Les cahiers des charges qui sont déjà très fournis en disposition environnementale, il y a sûrement moins besoin, enfin, il y a moins de possibilités de rajouter des choses aussi. On sait aussi que, après, ça dépend de la communication que l'ODG et le positionnement environnemental que l'ODG veut tenir. Hein, on en parlait, Hélène l'a bien expliqué. Qu'est-ce qu'on fait des derniers pourcents? Ben, peut-être que des derniers pourcents en Médoc qui seront peut-être jamais en certifié environnemental, ben, ça c'est une décision politique hein, de l'ODG. Hein, bon. Et après, ça sera aux opérateurs médocains de voir. Donc combien de critères voilà. Après, concernant les propositions hein, donc de thématiques hein, donc sur l'élevage, hein, ça a été présenté aux comités nationaux, hein, donc AOP et IGP Label Rouge, ça a été présenté en 2018. Hein, mais je peux vous les renvoyer, il n'y a aucun problème. Hein, donc ça a été présenté aux comités nationaux, il n'y a pas de problème. Et puis mes collègues d'Aurillac sont là, elles ont aussi tout ça. Donc voilà, en tout cas, voilà. Comment agir sur les autres ateliers? Ben, effectivement, c'est une question qui se pose. Hein, donc par rapport aux autres ateliers que celui qui concerne le SICO, hein, c'est une question. Effectivement, on a des SICO hein, qui sont quasi en où les exploitants sont quasi en monoproduction. Hein, et ça devient quand même très rare. Hein, mais bon, peut-être que ça sera, peut-être qu'on va aller encore vers plus de concentration et d'exploitation en monoproduction, ou au contraire, on va aller vers une diversification. Mais en tout cas, effectivement, vous ne pouvez statuer que sur l'atelier considéré. Puis concernant les contrôles internes, hein, donc dans les démarches collectives, effectivement, si c'est une démarche collective alors qui est pilotée par l'ODG, mais qui peut être pilotée par l'association du SME hein, dans la filière viticole bordelaise, donc c'est à l'association ou au porteur de projet hein, collectif, donc à l'ODG, à l'association, hein, de réaliser les contrôles internes. Hein, et puis après, il y aura donc un certain nombre de contrôles externes. L'avantage, hein, c'est qu'on a une réduction des coûts, hein, puisque le nombre d'exploitations qui va être contrôlé par l'OC hein, sera égal, alors je m'excuse, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est le nombre d'exploitations annuellement contrôlées par l'OC, c'est la racine carrée du nombre total d'adhérents. Hein. Donc si vous êtes 40, la racine carrée c'est 6, 5, hein. Allez, on va faire 7 pour être sûr, hein, c'est pas au lieu de 7 sur 40. Et si vous êtes 900, la racine carrée, c'est 30. Hein, donc 30 sur 900. Bon, voilà. Donc, par contre, ça sous-entend que le porteur de la structure collective hein, réalise les contrôles internes. Donc, c'est... Voilà. Après, je ne connais pas le nombre d'adhérents au volaille d'Auvergne, mais enfin bon, c'est... Voilà, donc après, c'est aussi un choix. Hein. En tout cas, il n'y a pas d'obligation hein, à être en 2030 certifié environnemental. Hein. Ça, on est bien d'accord. Hein. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, au vu de la législation actuelle. Et puis, donc, on a... voilà, alors, je sais pas, je pense que j'avais tout noté, Patricia, mais peut-être que j'en ai oublié une. Le financement. Le financement? Il manquait celle-ci. Le financement, le financement... Alors, une chose est sûre, c'est pas l'INAO, hein, je parle de ce que je sais. Après, le financement, je dirais que c'est un financement interne, hein, c'est un financement par les opérateurs, hein, et bon, qui doit se justifier par la valeur ajoutée apportée par le signe. Mais bon, ça, c'est de la théorie. Hein. Il y a le crédit d'impôt qui est mis en place pour... oui, alors après, il y a un petit crédit d'impôt, mais enfin, j'avais oublié. Mais Virginie, je te laisse compléter sur le crédit d'impôt. Oui, ben, je l'avais présenté en début de diaporama, donc ça sera un petit peu comme le bio. Par contre, voilà, sur les autres niveaux de certification, on n'aura
Pour l'instant, enfin, à notre connaissance, on n'a pas d'aide spécifique. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être dans les futures discussions pour la nouvelle PAC ou dans les conditions d'accès, que ce soit dans l'investissement agricole ou dans les bâtiments, avant, c'était un système de points. Quand on était dans une certification, peut-être que ça deviendra une condition. Donc ça, il faut vraiment l'anticiper. Et pareil, dans la contractualisation avec certaines GMS, peut-être qu'il y aura un prérequis d'être dans une certification environnementale. C'est pourquoi l'INAO vous a proposé des orientations, mais quelque part, en fait, que ce soit par le biais de la PAC ou par le biais des subventions, peut-être qu'en fait, vous allez être amené à faire évoluer votre système pour permettre aux opérateurs d'accéder à la modernisation ou accéder à de l'investissement pour le renouvellement de matériel. Enfin, peut-être Hélène pourra compléter le coût d'une certification. On a combien? Plusieurs centaines d'euros par an et par exploitation? En collectif, pour le niveau 3, on est à 475 € par exploitation chez nous. Ça va jusqu'à 1500, 2000 par d'autres structures et en individuel. Voilà, après après il peut, enfin, ce qu'a dit Virginie, peut-être que dans la future PAC, les éco-régimes et tout ça, il faudra, quelle sera la rédaction définitive, mais ça sera peut-être, il y aura peut-être une incitation, et en tout cas, voilà, quand on aura la PAC complète qui va. Emmanuel, vous vouliez compléter? Oui, il me semble aussi dans les questions de Patricia sur le cas particulier des labels rouges. Je pense que ça se passe de la même façon que sur des cahiers des charges d'indication géographique. Si c'est des dispositions agro-environnementales qui concernent l'ensemble de la filière et sur lesquelles la filière se met d'accord dans son ensemble, effectivement, cela peut figurer dans le cas des CPC. Volaille par exemple, mais rien n'empêche l'ODG d'ajouter des dispositions propres à ces cahiers des charges avec des dispositions mieux-disantes sur certains points et qui dans ce cas-là donc rentrent dans le cadre du cahier des charges spécifique. Et sur la question aussi des produits qui sont en reconnaissance ou modification, et bien justement, on en parlera demain. On a une réunion spécifique avec vous sur un de ces projets-là et il est prévu qu'on parle de ces sujets et des dispositions agro-environnementales. Et les services de l'INAO le feront au fur et à mesure aussi avec les ODG qui ont des souhaits de modification ou de reconnaissance de nouveaux produits pour expliciter ce que Virginie et Jacques ont présenté aujourd'hui. Merci à tous, parce que je pense que vous avez été assez réactifs et enfin, vous avez été dans le détail des différentes questions, donc merci. Après, quand même, ce que je retiens en tous les cas sur ma filière, c'est que pour aller sur l'orientation 1 et 3, c'est quand même pas évident, non, sur la deuxième et la troisième orientation, ça n'est pas évident, puisque nous, au niveau de l'atelier, on pourra gérer, mais on voit bien que si on veut une démarche globale, ça sera vraiment complexe, puisque nous, on a pas mal d'autres ateliers qui s'ajoutent. La filière avicole, c'est toujours un complément sur une exploitation. Donc là, voilà, on voit pas tellement comment on va pouvoir agir au niveau de l'ODG. Donc là, c'est plus qu'au niveau de chaque exploitation. Donc voilà, c'est peut-être un peu l'interrogation que j'en ressors, sachant que, contrairement à l'exemple qui a été cité, nous, si on ressort un bâtiment avicole, il ne pourra rien faire d'autre. Donc on n'a pas un panel en fait de produits SICO qui va pouvoir être exploité par nos adhérents, c'est-à-dire que s'il sort de la filière, il sort tout court. Donc c'est vrai que c'est une problématique quand même qui est à prendre en compte nous, au niveau de notre filière et qui apparemment peut-être a moins de sens pour d'autres filières. Je vois dans le lait, ils peuvent peut-être changer d'appellation suivant les zones. Nous, c'est pas vraiment le cas. Hein. S'il sort de l'IGP volaille d'Auvergne, il sort de ce type de production et de sa rentabilité. Donc voilà. En tous les cas, merci, c'est très clair. Et je retiens aussi que c'est du volontariat, ce que j'avais peut-être pas forcément tout à fait en tête au départ. Enfin, j'en étais pas certaine. Donc merci aussi pour ces précisions. Je vais être obligée de vous laisser par contre parce que j'ai d'autres obligations. Merci pour votre intervention, Madame Nifle. On prend le relais de questions d'autres personnes et visiblement Joseph en a.
Oui, merci de me donner la parole. Moi, je suis toujours donc dans la filière laitière et j'ai bien entendu donc pour progresser, il faut donc encourager, il faut promouvoir, il faut inciter, mais il faut surtout donc en fait qu'il y ait un intérêt pour l'éleveur. Et pour l'intérêt pour l'éleveur, ben, il faut qu'il puisse donc retrouver un retour sur le plan de la rémunération donc de ses contraintes supplémentaires à travers le produit qu'il commercialise. Pour nous, c'est une réelle difficulté puisque, vous le savez, les coûts logistiques sont très importants et on ne peut pas dissocier le lait d'un producteur qui s'engage dans une orientation par rapport au lait de l'ensemble. Et donc là, bah, c'est pas évident, quoi. Je voulais simplement vous faire la remarque. Bien sûr, mais on est bien d'accord, hein, et je crois que les professionnels de l'INAO ils le savent, hein, puisqu'ils sont professionnels producteurs de SICO. Après, ce qu'on peut dire, c'est aussi qu'il y a l'aspect rémunération, hein, effectivement. Combien de fois on me dit c'est bien les mesures environnementales. On sait combien ça va coûter, on ne sait pas combien ça rapporte. Hein. Moi, je dirais que effectivement, après, il y a aussi les conditions d'accès au marché. Hein. On sait que les centrales de distribution ont quand même des objectifs, alors pas toujours identiques d'ailleurs, hein, mais ont des objectifs pour exiger certaines certifications aux dispositions. C'est aussi un outil de communication avec vos collectivités locales, avec vos riverains, avec tout un tas de choses. Il n'y a pas que l'aspect, à mon avis, hein, il n'y a pas que l'aspect matériel, ça rapporte tant d'euros, on a investi tant d'euros dans une mesure environnementale et ça rapporte tant. Hein. Bon, il y a autre chose, hein, donc dans le positionnement du signe, hein, dans le territoire dans lequel vous vivez, hein, et je pense que de plus en plus, vous serez amené à avoir des propositions fortes, hein, pour répondre aux attentes des autres habitants du territoire. Si je puis me permettre, pour le vin, pour notre secteur, c'est l'inverse. Si on veut continuer à pouvoir effectivement signer des marchés, il faut être certifié. On ne sait pas forcément si on gagnera quelque chose, par contre, on est sûr de perdre si on ne fait rien. Et aujourd'hui, vu le nombre de viticulteurs certifiés ou engagés, un acheteur ou un courtier qui demande un lot de vin à un certain prix, il ne va pas bouger le prix forcément parce que vous êtes certifié, même si des études sont faites en ce moment et CIVB a proposé une gamme de vins en demandant un prix à fixer pour telle qualité de vin et ensuite en disant voilà, s'il était certifié environnemental, est-ce que vous mettriez plus? Il y a un petit plus qui est de 3 ou 6%. Bon, quand on part de 3 € déparcher la bouteille après 2 ans de travail, bon, 3-6%, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Mais c'est surtout que quand on a un courtier qui arrive et qui dit voilà, j'ai un lot de vin à fournir à un négociant, est-ce que vous êtes HVE ou AREA? Et qu'on répond non, ben, il va voir le voisin. Il ne dit pas, bah, du coup, tu l'as pour 200 € de moins le tonneau ou tu l'aurais eu à 400 € de plus si tu avais été certifié. C'est carrément, bah, tant pis, à bientôt. Quoi. Carrément, pas à bientôt non plus. Voilà. On comprend que c'est un ticket d'entrée en quelque sorte. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les personnes qui sont encore autour de la caméra, du rendez-vous? On a épuisé les questions, les témoignages. On a un peu débordé sur l'horaire. On a essayé de faire au plus concis, mais bon, c'est vrai que les interventions étaient intéressantes. Ça aurait été dommage de ne pas les entendre jusqu'au bout. Bah, écoutez, si personne d'autre ne veut prendre la parole, je vais bien évidemment remercier l'ensemble des intervenants, de l'INAO et toutes les personnes des ODG présentes qui nous ont écoutés et qui sont intervenues, qui ont enrichi le débat avec leurs questions. Donc, ce rendez-vous de la qualité, l'enregistrement, vous le retrouverez versé sur le site internet de l'ANA. Et on verra avec l'INAO dans quelle mesure aussi on peut compléter ce dossier par le diaporama qu'on a présenté et puis éventuellement les mesures types que certains ont demandé dans les différents secteurs que Jacques a évoqués.
Vous trouverez tout ça relayé d'une façon ou d'une autre sur le site de l'ANA et sur le site de l'INAO. Et vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction à l'issue de ce rendez-vous qui vous permettra d'exprimer justement si vous êtes content ou pas, c'est le propos. Et puis peut-être si vous avez d'autres questions qui vous viennent dans un second temps, une fois avoir dormi sur le sujet, on les relaiera au niveau de l'INAO qui se feront un plaisir d'y répondre, je n'en doute pas. Voilà, écoutez, merci à tous, bonne fin d'après-midi et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Merci.